Bon, les amis, dans une vidéo précédente, on avait parlé du cas de Mélodie Besson, une sparnassienne qui a malheureusement été victime d'un infarctus et qui a attendu très longtemps avant d'être pris en charge et encore plus de temps pour pouvoir être diagnostiquée et soignée. Ce qui lui a valu, je cite, de ne plus pouvoir conduire, ni rester seule, ni marcher très longtemps et encore moins travailler. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est aujourd'hui équipée d'une Life Vest, donc une veste qui lui permet de survivre en cas d'arrêt cardiaque puisque c'est un défibrillateur permanent sur elle. Voilà, c'est super. Elle a une dizaine de médicaments à prendre quotidiennement à vie. Si elle en loupe, malheureusement, ça peut lui coûter la vie. Donc voilà, hein, c'est une charge en plus. Et surtout, elle ne peut plus avoir d'enfants. Voilà, plus d'enfants, plus de manège à sensation, etc. Voilà. Et ça, c'est à cause du service hospitalier qui, malheureusement, se dégrade de jour en jour, d'année en année, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est pas de la faute des soignants, mais c'est bien de la faute de l'État qui ne verse pas suffisamment d'argent, qui ne met pas assez de budget dans ce domaine, le domaine de la santé publique. Hein. Donc on paye des impôts, et ces impôts vont où ? Bah, certainement pas dans les hôpitaux, ni dans les services d'urgence. Clairement pas. Donc on avait parlé de ça, et je vous avais dit qu'on développerait encore plus ce sujet, qu'on irait voir un peu l'actualité, pour dénoncer ce qui se passe. Littéralement, hein. L'État se gave, l'État utilise l'argent pour rincer un petit peu tous les copains. Hein, Macron, c'est le copain des riches, des ultra-riches, pardon. Et cet argent qui nous est dû, hein, l'argent public, l'argent de nos impôts, de nos taxes, normalement, voilà, quand on est le premier pays dans le monde à avoir une pression fiscale aussi élevée, hein, littéralement 46-48% de pression fiscale, il y a un moment donné où on espère avoir des services de qualité. Or, c'est pas le cas. Chaque année, on paye de plus en plus et on a des qualités et des services de qualité de moins en moins performants. Dans une prochaine vidéo, je vous le tease, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, mais je vous le tease, on parlera du déficit de naissance en France, parce que même en France, même ça en France, on ne sait plus faire des bébés. Hein, juste, je vous tease un peu le truc. Au seul mois de juin, le nombre de naissances a chuté de 7,9%. Voilà, mois de juin 2024. Tout va bien. Et on en parlera plus en détail. Ça, c'est pas un souci. Bref, on va commencer tout de suite par un patient de 63 ans qui a été conduit par un proche à l'hôpital. Alors, voilà. Ça, c'est à cause de la panne géante. Hein. Vous savez, il y a eu une panne géante informatique qui a causé pas mal de problèmes. Ce département du Morbihan. D'accord, c'est une vidéo. Ouais, non, finalement, on va pas commencer par ça parce que le site fait un peu chier. Donc on va aller sur fermeture des urgences à l'hôpital. Une situation inacceptable en 2024, dénonce un syndicat. Alors en 2024, on arrive en France à fermer des hôpitaux. Encore une fois, hein, je l'ai dit il y a pas très longtemps, on paye masse d'impôts pour ça. Hein. Et la fonction première de l'État, selon la Constitution, c'est d'assurer la sécurité et surtout la bonne santé des Français. C'est pour ça qu'on paye l'État, hein, littéralement. C'est sa seule raison d'être. Au lieu de nous foutre dans la merde, de se mêler des affaires des autres, de redistribuer de l'argent à des pays qui n'en ont pas vraiment la légitimité, etc. Bref, vous avez compris. Suivez mon regard, mais bon. Sa seule fonction, c'est d'assurer notre sécurité et notre bonne santé. Et l'État est incapable d'assurer des services médicaux constants. L'État n'arrive pas à assurer à sa population l'accès à des soins de santé. Il y a un moment donné, il faut juste arrêter, quoi. De nombreux services d'urgence sont contraints de fermer temporairement cet été en raison d'un manque de professionnels et d'un surcroît d'activité. Il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences et bah oui, normal. Déjà, il y a de moins en moins de médecins traitants. Hein. Donc, les médecins traitants sont aussi à flux tendu. Ah, donc forcément, va aux urgences. Donc tu vas aux urgences et tu arrives là-bas et c'est à flux tendu aussi. T'as 50 personnes qui attendent, t'as des gens dans les couloirs, t'as des gens qui sont en train de crever dans des box, t'as des gens partout, t'as du personnel soignant qui est dépassé, du matériel qui sûrement est dépassé. Bref, ça se clochardise. Puissance 10 000. Et toi, t'es là, t'es pris en otage là-dedans, quoi. T'es obligé d'aller quelque part pour te soigner. Et finalement, tu peux pas aller chez ton médecin, tu vas aux urgences. Voilà, hein, tiré dans une décharge publique, tu serais peut-être mieux soigné, je sais pas, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème.
Et forcément, il y a un manque de personnel pour prendre en charge ce surcroît d'activité. Donc c'est top. Une bonne situation qui ne va pas améliorer les choses. Donc la situation ne s'améliore pas. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous font penser qu'elle va continuer à se détériorer si la politique de santé n'est pas bouleversée. Voilà. Politique de santé, on a eu une politique énergétique, une politique de transition énergétique, une politique économique, une politique industrielle, une politique de défense, de protection civile, etc. Bref, toutes ces politiques-là sont achetées à la poubelle parce qu'elles sont à chier, hein, clairement. Donc celle-ci n'en fait pas exception. Et je pense que malgré tous les signaux d'alarme, tous les problèmes et tout ça, je pense que la politique au niveau de la santé ne sera pas bouleversés. Ils feront rien. Hein. Clairement, c'est pas leur priorité. Et surtout avec une dette de 3200 milliards qui s'approche, je pense que la santé, ça va passer en dernier. Avance Benjamin Delru, secrétaire Force ouvrière santé FO pour les Pays de la Loire, mercredi 14 août sur France Info. Il a aussi réagi au fait qu'une patiente de 75 ans a passé 30 heures sur un brancard aux urgences de Brest, dans le Finistère, où un mur de la honte a été dressé par le personnel soignant pour dénoncer les conditions de travail. Ah oui, c'est inacceptable en 2024 qu'on puisse arriver à cette situation-là, a dénoncé Benjamin. La fermeture progressive des lits depuis une vingtaine d'années, hein, quand je vous dis que les politiques qui sont menées, c'est de la merde depuis une vingtaine d'années, et sûrement même avant. C'est pas nouveau, avec 79 000 lits fermés entre 2000 et 2021, et 6 700 en 2022. Ah, c'est énorme, 6 700 en 2022. En une année, ils en ont fermé plus, en termes de pourcentage, en 21 années. Empêche des médecins déjà en nombre insuffisant de travailler correctement et de prendre soin des patients. On est parti d'un monde qui n'était pas, d'une France qui n'était pas mondialisée, qui n'était pas aussi financiarisée, qui avait une industrie forte, une indépendance énergétique, bref, qui avait un tissu économique qui était bien maillé, bien puissant, bien résistant, qui avait les moyens, littéralement, de financer des bons services publics. Et puis, ça a déraillé. À partir de 70-74, ils ont commencé à utiliser la dette pour financer un petit peu tout ce qu'ils avaient envie. Et le pays n'a pas cessé de s'endetter sur les marchés financiers. Et le problème, c'est que plus tu es dépendant de la dette, moins tu peux utiliser ton argent, l'argent des impôts, etc., pour pouvoir financer tout ça. Puisque chaque année, il te faut de plus en plus d'argent, il te faut amasser de plus en plus d'argent pour pouvoir payer toutes tes obligations financières d'État. Donc à un moment donné, tu te retrouves à devoir faire des sacrifices. Parce que tu peux pas non plus emprunter, tu vas pas dire, allez, j'emprunte 5 000 milliards l'année suivante, puis on va faire péter les compteurs, on va investir dans tous les sens, il y aura pas de problème de santé, il y aura pas de problème de ci, de ça, de ça. Tu peux pas non plus augmenter les impôts à 300%. Hein, et à un moment donné, si tu arrives au-dessus de 100% du revenu d'une personne, il y a plus rien à ponctionner. Elle va pas te donner son slip, un brin, un rein pour te faire plaisir, tu vois. Et donc, tu te retrouves vite bloqué à cause de ces politiques qui font de la merde depuis plus de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Et ça fait 50 ans qu'on s'endette. Et là, on est obligé de rogner véritablement sur les dépenses qui sont nécessaires, qui sont vitales aux Français. La sécurité, l'éducation, la santé, et puis d'autres secteurs, l'énergie, etc. On mange un petit peu, on grignote chaque année, on enlève un peu de crédit à tel secteur, et puis l'année suivante, on enlève encore un petit peu par là, et puis par là. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien à gratter, quoi. Il reste que les os. Et tu fais comment quand tu t'es endetté à hauteur de 3200 milliards pour continuer à financer tout ça ? Sachant que derrière, tu as tué ta population, tu as tué ton tissu industriel et économique. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun agent économique. Donc les agents économiques, c'est nous. C'est tous les particuliers qui travaillons en France. Tous ceux qui créent de la richesse, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les grosses entreprises, les entrepreneurs, les petites PME et tout le bordel, les gens qui sont salariés, qui travaillent à l'intérieur, qui créent de la valeur tous ensemble, hein, parce que mine de rien, même si tu n'es pas patron, tu participes à ce maillage économique et à cette création de valeur, cette création de richesse. Mais quand tu as un État qui tue toutes ces entreprises, il les étouffe, hein, littéralement, il étouffe ces entreprises, il n'y a plus de création de valeur.
De moins en moins. Et d'un côté, il y a moins en moins de création de valeur, et de l'autre côté, tu augmentes la pression fiscale. Donc tu réduis la valeur qui est créée et tu augmentes la pression fiscale. Donc finalement, c'est un cercle vicieux. Parce qu'à la fin, tu as moins de recettes et tu as de plus en plus de pression fiscale. Donc tu tues de plus en plus ton économie. Parce que les gens n'ont plus envie de travailler pour rien. Personnellement, moi, si tu me ponctionnes 70% de mon revenu, alors pas forcément qu'en impôt sur le revenu, mais avec toutes les taxes et puis tout ce qui nous tombe sur la gueule, si à la fin je travaille pour 200-300 balles, bah, je reste chez moi. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et comment tu peux financer des services publics si tu tues déjà ton pays? Leur politique, sur tous les plans, c'est de la merde. La seule politique où c'est pas de la merde, c'est la politique où eux, tous ceux qui sont à la tête de ce gouvernement, de cet État, parce que c'est ces gouvernements, il n'y a pas que le gouvernement Macron, il n'y a pas que la Macronie qui a foutu le bordel, c'est tous les gouvernements et tous les chefs d'État qui ont précédé, d'accord? Mais globalement, la seule politique qui marche bien, c'est de les enrichir eux et puis les copains. Donc ceux qui sont dans le CAC 40, les grosses entreprises, etc. Là où ils peuvent aller pantoufler, c'est-à-dire aller travailler, sortir de la haute fonction publique, aller se cacher dans une entreprise, prendre des salaires à rien foutre, parce que c'est même pas leur domaine de compétence. Ils prennent des salaires, puis s'ils en ont marre ou si ça ne leur plaît pas, s'ils sont vraiment incompétents, etc. Hop, ils reviennent voir Monsieur Macron ou un autre président, hop, je veux revenir. Et comme leur fonction est assurée, bah hop, ils retournent dans la fonction publique, dans la haute fonction publique. Et en plus de ça, ils touchent leur retraite, parce qu'ils ont une retraite assurée, garantie. C'est la fête du slip, Et tout ça, c'est financé avec quoi? Notre argent, l'argent public, les impôts, la TVA. Si tu ne payes pas d'impôts, si tu as zéro d'imposition sur ton revenu, là, sache que tu payes quand même déjà sur le brut, sur le super brut, tu payes sur la TVA, etc. Les taxes sur l'essence, l'électricité, c'est la fête du slip total. Tu payes. Tu participes à la vie de l'État. Tu participes à tout ça. D'accord ? Donc à un moment donné, quand tu participes à tout ça, tu es en droit d'avoir des services qui fonctionnent, et qui fonctionnent bien, bordel de merde. Tu peux pas fermer 79 lits, si c'était que 79, purée, ça serait génial, mais 79 000 lits, plus 6 700 en 2022, donc j'imagine même pas en 2023 ce que ça doit être, et juste espérer, penser que ton système va fonctionner, c'est pas possible. C'est impossible. Alors je sais pas c'est quoi le but, c'est peut-être de transférer les services publics de santé à des services privés pour essayer de faire de l'argent, encore une fois, puisqu'il y a encore des prélèvements sociaux, il y a des taxes, etc., des impôts, donc ça rapporte peut-être plus à l'État que de dépenser, je ne sais pas, je comprends pas trop la logique. Dans tous les cas, on paye. On participe à ça, donc on est en droit d'exiger et d'avoir ce pour quoi on paye. Parce qu'à la base, je le répète, mais la seule raison d'être de l'État, c'est d'assurer ce que la Constitution lui demande de faire. C'est-à-dire protéger les services publics, protéger notre santé, nos propriétés, la sécurité, etc. Je vous invite à aller voir la Constitution, parce que la Constitution... Déjà, elle a été mise à jour une 20aine de fois. Et puis, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à lire. Donc, allez la lire. Et vous allez voir que niveau droit fondamentaux, il y a quand même masse de choses qui ne sont pas respectées. Que l'État ne respecte pas. Il se torche le cul avec, déjà, pour commencer. Je suis vulgaire, mais il y a un moment donné, il ne faut pas trop me chercher. Et ça fait... Voilà, ça m'énerve de voir ça. 79 000 lits fermés. 6 700 en 2022. Tu m'étonnes. Empêche des médecins déjà en nombre insuffisant de travailler correctement et de prendre soin des patients. Je crois me rappeler, si je dis pas de bêtises, mais que pendant la pandémie de 2020, Monsieur Macron avait promis qu'on allait réouvrir des lits, qu'on allait réinvestir massivement dans la santé, qu'on allait redonner des moyens au personnel médical, etc. On n'en parle plus de tout ça. C'est fini, On préfère investir 1,4 milliard dans le nettoyage de la Seine, dans la rivière à caca, là, pour pouvoir aller se baigner dedans. Et finalement, on peut même pas y aller. C'est fini, les JO sont finis, on n'y va plus. Financer tout un tas de conneries, les transitions énergétiques, excusez-moi, mais faut juste pas...
Le climat, je veux bien, il y a vraiment une augmentation de la température, mais ça justifie pas qu'on balance des milliards et des milliards. C'est même pas des milliards, c'est des centaines de milliards chaque année à la poubelle dans des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne fonctionneront jamais, et qui n'ont aucune chance de fonctionner, d'accord? Aucune. Parce qu'en Europe, on représente à peine 9%, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais on représente à peine 9% des émissions de CO2 sur la planète, de CO2 humain. Donc, 9%, on peut tous s'y mettre. Hein. On peut tous s'y mettre, à part cramer du pognon public pour enrichir des sociétés et des gens qui ont des conflits d'intérêts, des intérêts réels dedans en fait, pas des conflits, c'est nous qui sommes en conflit d'intérêts, qui ont intérêt à justement faire des transferts comme ça de richesse, de l'argent public vers des poches privées. Voilà, il n'y a aucun autre intérêt. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis désolé, ça m'énerve. Corrigez-moi hein, pour les 9%, hein, si je me trompe, mais... C'est du gâchis. Ce qu'on fait avec nos impôts, c'est du gâchis. Ah, tiens, on va arriver sur une partie intéressante, je pense. Le cas de Brest n'est pas isolé. Quand on discute avec le personnel des urgences, notamment les médecins, ils nous expliquent tous que la problématique majeure, ce sont les lits d'aval pour les patients qui attendent. Certifie Benjamin. Le cas de Brest n'est pas isolé selon le syndicat FO dans la région des Pays de la Loire. Ce dernier prend l'exemple de Nantes où une personne a attendu 70 heures une place d'hospitalisation. Je sais pas si vous vous rendez compte. Putain. T'attends 3 jours. T'attends 3 jours. La moitié de ta semaine. Je te laisse imaginer. Je vous laisse imaginer. Vous allez à l'hôpital et vous restez assis pendant 3 jours, sans boire, sans manger, sans vous doucher. Peut-être s'il y a des toilettes à disposition, tu peux peut-être aller faire ton petit popo et ton petit pipi. Mais globalement, tu te démerdes. Tu attends. Alors si tu as un peu de monnaie sur toi, bah, tu prends un petit café pour te déshydrater, te réhydrater. Tu prends une petite collation qui te coûte une fortune pour pouvoir te nourrir quand même. Hein, du sucre, super, des petits gâteaux, etc. Si tant est qu'il y a un distributeur qui fonctionne. Et t'attends 70 heures. Et c'est une personne âgée, me semble-t-il, non non, c'est même pas précisé. Mais bon, bref, que ça soit âgé ou pas, 70 heures. Ah, Nantes, comme d'autres grandes villes, voit un nombre croissant de patients arriver aux urgences, vu que les autres services d'urgence dans le reste du territoire ont fermé. À Ancenis, à Montaigu et Luçon, détaille le représentant syndical. Donc voilà, il y a 3 établissements qui ont fermé, 3 établissements d'urgence. En Mayenne, les urgences de Laval ont été fermées pendant 40 nuits cet été. 40 nuits, c'est-à-dire que à partir de, je sais pas moi, peut-être 22 heures, hop, tout le monde dégage, c'est fermé. Vous êtes en train de crever, bah vous attendrez demain matin 6h, 7h, 8h, 9h. 10 heures, allez, 10 heures parce qu'on n'est pas sûr que tout le personnel soit présent. 22 en juillet et 18 en août. Mais tout va bien. Et c'est en quelle année ça? Voilà, ça a été publié le 14 août 2024, hein, c'est récent, hein, c'est récent, à 16h47, voilà, c'est récent, c'est très récent. Personne n'aurait pu imaginer ça il y a quelques années en arrière pour un bassin de population comme le chef-lieu du sud Mayenne. Dénonce Benjamin, qui avance qu'en septembre, la situation ne sera pas véritablement meilleure, avec des urgences ouvertes pendant 6 nuits, j'arrive plus à lire, pendant 6 nuits sur tout le mois. Voilà, sur un mois complet, t'as les urgences qui sont ouvertes 6 nuits. Donc t'as pas intérêt à avoir une urgence médicale, une urgence de santé qui met ta vie en jeu, les nuits où c'est fermé. Sur 30 jours, t'as 6 chances de survie. Le reste du temps, bah c'est voilà. Peut-être que tu survivras, peut-être que tu survivras pas. C'est délirant. C'est délirant. Une découverte macabre sur le chantier. Ah oui. Un corps a été découvert sur un chantier du centre hospitalier universitaire, donc le CHU de Poitiers. Selon plusieurs sources, la victime pourrait être restée plusieurs jours sur le site avant d'être retrouvée. Ah, comment tu fais pour avoir un cadavre sur un site et ne pas le voir? C'est quand même assez ouf. Alors c'est pas précisé ce que c'est comme chantier, c'est pas précisé si c'est fermé, si c'est ouvert, mais
Une enquête pour le décès d'une personne née en 1948 est en cours. Il est également précisé que le décès est probablement lié à un problème de santé. Alors ça, c'est assez drôle parce que je pense que c'est quelqu'un qui travaillait sur le chantier. Donc c'était pas une personne qui était en proie à avoir des problèmes de santé, mais il est mort là-bas. Il a même pas demandé à être pris en charge, il est claqué. Et personne ne l'a vu pendant plusieurs jours. C'est quand même pas mal. Pour éclaircir les circonstances de ce décès, une autopsie est prévue la semaine prochaine. Les résultats permettront d'apporter des précisions sur les causes exactes de la mort. L'enquête se poursuit afin de comprendre les circonstances entourant ce tragique incident sur le chantier du CHU de Poitiers. Je sais pas ce qui est tragique, le fait qu'il y ait quelqu'un qui est mort ou le fait que personne ne l'ait vu pendant plusieurs jours. Tiens, une augmentation de la violence, c'est sympa ça. Déficit de sécurité, et même à l'intérieur des sphères hospitalières. Donc, Carpentras, il violente sa femme aux urgences, puis frappe et profère des menaces de mort au personnel soignant. C'est publié le 4 août 2024 à 20h17. Ce dimanche matin, la chef de service des urgences, le docteur Mathilde Winter, et son équipe ont été violemment pris à partie par un patient qui repartait de l'hôpital. En 7 ans d'exercice à l'hôpital de Carpentras, le docteur Winter, chef de service des urgences, n'avait jamais connu une telle fin de garde. Ce dimanche, vers 5h du matin, les pompiers amènent aux urgences un homme étant en état d'ébriété. Le personnel soignant opère sur lui les premiers soins classiques. Quelques heures plus tard, à 8h, sa femme arrive à l'hôpital pour le récupérer. Déjà, les esprits commencent à s'échauffer au sein du couple. À mon avis, elle n'était pas très contente de retrouver son mari, de devoir déjà le récupérer en état d'ébriété. Enfin, du moins, il a décuvé à l'hôpital, mais bon, voilà, tu vas récupérer ton mari qui s'est bourré la gueule et qui a fini la nuit à l'hôpital. C'est super. Donc forcément, ça ne fait pas plaisir. Donc, la chef de service les laisse repartir jusque-là, une histoire plutôt banale. Citation, « J'ai pris sa plaque d'immatriculation en photo et ça ne lui a pas plu. Il m'a menacé de venir en bande organisée pour me tuer. » Voilà, ça profère des menaces de mort, hein. C'est pas anodin, mine de rien. Surtout quand, des fois, t'as quand même des barjots, hein. Faut se méfier, mine de rien. Une fois sur le parking pour entrer chez elle, après sa garde de 24 heures, le docteur Winter aperçoit le patient en train de violenter sa femme. Il lui tirait les cheveux. Donc le mec il est sur le parking et il est en train de tabasser sa femme, quoi. Il vient là. Je bois, ferme ta bouche. T'es pas content de c'est pareil. Le vigile de l'hôpital, une hôtesse d'accueil, un ambulancier du SMUR et la chef de service essaient alors de s'interposer. Et les choses dérapent. L'homme donne des coups à l'ambulancier et à l'hôtesse d'accueil et profère des menaces de mort à l'encontre du docteur Winter. Citation, « J'ai pris sa plaque d'immatriculation en photo et ça ne lui a pas plu. Il m'a menacé de venir en bande organisée pour me tuer. » Déjà, t'as pas de couilles, hein, parce que tu veux venir avec des potes. Bande organisée, quoi. Vas-y, frérot, j'appelle toute la famille, j'appelle les cousins, les cousines. On va venir te tuer. Bah, porte tes couilles, vas-y, fume-la. Fume-la sur le parking. 1 contre 4. T'as pas les burnes. Il y a un mec et 3 meufs. Tu devrais y arriver, non? Si t'as les coronesses. Pauvre mec. Puis l'homme assène à nouveau des coups à sa femme. Genre le mec, ils sont 4 à essayer de l'arrêter et continue de matraquer sa meuf, quoi. C'est complètement taré, hein. Franchement, l'alcool, ça fait vraiment des ravages, hein. Ne buvez pas. Faites comme moi. Voilà. Prenez ce qui s'appelle du panaché. J'ai pas honte de boire du panaché, c'est très bon. Il y a un petit peu d'alcool, 0,5 de volume. Bon, en vrai, je pense que je peux boire au moins 15 packs. J'aurais plus envie d'aller aux toilettes que l'envie de tomber à la renverse. Santé. Donc, face à cette situation de violence, la chef de service actionne le bouton des urgences relié directement à la police. L'homme est déjà reparti aux côtés de sa femme lorsque les forces de l'ordre arrivent. Ouais, forcément, le temps que l'information arrive, tant qu'ils se déplacent, déjà qu'ils ne sont pas trop disponibles, hein. Je vous rappelle qu'il y a un déficit de sécurité, de service de l'ordre. Donc forcément, il ne faut pas trop leur en demander non plus, hein. Ils n'y peuvent pas forcément grand-chose, mais ils arrivent en retard. Et j'ai vraiment cru qu'il allait taper à mort mon ambulancier. Ah, parce qu'il était en train de défoncer l'ambulancier quand même. Donc il les a tous mis KO. Et il continuait de taper sa femme.
En moins d'un mois, c'est la deuxième situation de violence que connaît le service des urgences de Carpentras. Alors je rigole, mais ça me fait rire, c'est nerveux. Hein. Ça me fait pas rire du tout, ce genre de situation. Tu vas te soigner et tu te fais taper. Tu vas travailler, tu te fais taper. Tu vas travailler, tu vois des gens taper sur leurs femmes. Il m'en est où, là? C'est la jungle en France ou quoi? On ne peut pas dire qu'il y a de la peur, mais on a été choqué par ce qu'il s'est passé. J'ai vraiment cru qu'il allait taper à mort. Mon ambulancier témoigne avec émotion, la chef de service. J'ai barricadé les urgences, fermé les sas, les mesures mises en place après la première agression, bouton relié à la police et vigile en soirée. Et le week-end ne suffisent pas, à rassurer le personnel soignant. Donc déjà qu'ils sont en stress, c'est mine de rien là. Tu vois, je suis en train de dériver sur un problème de sécurité dans un service d'urgence, alors qu'à la base, je voulais parler du problème du manque de personnel et du manque de moyens, donc des conditions pour le personnel soignant de soigner des gens qui malheureusement sont obligés d'attendre 70 heures et plus dans les couloirs avant d'être pris en charge et soignés. Et finalement, on arrive quand même à un point qui est intéressant, c'est que, mine de rien, tout ça, ça pèse aussi sur le moral, sur le stress, sur la santé mentale et physique de ceux qui travaillent. Déjà, l'ambulancier s'est fait taper à mort. Il y en a qui se font menacer de mort en bande organisée. Je veux dire, quand tu vois un mec qui est bourré, qui te menace de revenir, qui tape sa femme, qui tape l'ambulancier, qui n'hésite pas à taper la chef de sécurité, etc. Enfin bref, il se défoule sur tout le monde. Tu sais qu'il a été, il est bourré le gars quand il est arrivé là. Donc ça veut dire qu'il peut revenir bourré avec une idée en tête de venir te défoncer la tronche, te tuer littéralement. Il peut revenir avec un surin, te planter comme ça, tu travailles et tu meurs. Enfin psychologiquement ça doit être très dur. Et ouais, tu m'étonnes que ça pèse. On aurait besoin de vigiles H24, des vigiles qui peuvent se défendre et maîtriser l'agresseur, et d'être en lien encore plus étroit avec la police. Malheureusement, déficit de sécurité oblige, t'as pas un vigile 24 heures sur 24, déjà ça coûte trop cher, hein. On paye pas le personnel soignant, donc on va pas non plus le protéger H24, hein, faut pas déconner. Et je parle du personnel soignant, mais aussi des gens qui se font soigner. Parce que toi, t'es pas à l'abri non plus de voir un taré arriver dans la salle d'attente, dans le couloir même, hein, parce que t'es pas forcément pris en charge dans un box, dans une chambre, sur un lit, dans une salle d'attente. Non, tu peux être aussi dans le couloir. Et donc, t'as un taré qui arrive, qui est complètement bourré et qui plante tout le monde à coup de surin. T'es pas à l'abri de ça. Tout ça parce qu'il s'en est pris à la chef de service, etc. Elle dit, ouais, je vais venir en bande organisée de buter, et puis ils reviennent vraiment. Tu sais pas, hein. Il y a tellement de faits divers comme ça qui arrivent que, bon... Pour le docteur Mathilde Wilter, ce genre d'événement pose aussi des questions de santé publique. Est-ce que l'hôpital doit récupérer toutes les personnes ivres quand leur vie n'est pas en danger? Alors ça, je ne savais pas que quand il y avait quelqu'un qui était en état d'ébriété, on l'emmenait aux urgences. Je viens de l'apprendre. Tu les fous littéralement en cellule de dégrisement. Tu les fous à l'ancienne, quoi. Tu les mets en garde à vue. Tu les emmènes pas à l'hôpital, démerdez-vous avec ça. Il y a peut-être d'autres urgences, hein. En France, l'hôpital fait parfois office de cellule de dégrisement. Tout va bien. Pour la chef de service, l'alcool n'est pas une excuse à ce comportement. Non, clairement pas. Parce que, voilà, on dit souvent que quand t'es alcoolisé, t'as pas les esprits clairs, etc. Ce qui est vrai, hein. T'es un peu euphorique, tu pètes un câble, des fois t'es un peu dépressif, tu pars en couille. Vous avez tous été un peu bourrés, sauf moi, hein, parce que je tourne au panaché, désolé. Mais globalement, voilà, vous savez ce que c'est. Bon, je sais ce que c'est aussi, hein, j'ai déjà été bourré. Honnêtement, j'ai déjà bu quelques verres et je sais ce que c'est d'être bourré. Je sais aussi ce que c'est d'être défoncé. J'ai déjà essayé pour essayer. Qu'est-ce qu'il a, mon PC? Qu'est-ce que t'as? Toi aussi, tu veux plus travailler? Bon. Je connais ces états-là. C'est pas des états qui me font kiffer, donc je ne consomme plus, je ne consomme pas. Mais je sais ce que c'est, et je sais que même si tu es un petit peu, des fois c'est vrai que c'est dur, t'es quand même conscient de ce que tu fais, donc tu peux pas totalement mettre sur le dos de cet alcoolisme ou de cette fumette le fait que tu profères des menaces, que tu ailles planter quelqu'un, que tu roules en état d'ébriété, que tu renverses quelqu'un, que tu tues quelqu'un, que tu blesses des gens, bref, que quel que soit ce que tu fais, ça n'excuse en rien. Vous avez déjà été bourré, sûrement. Vous avez déjà été, sous l'effet d'un psychotrope. Vous savez ce que c'est.
Vous savez qu'on est un petit peu comme ça, mais c'est pas le trou noir non plus, à moins vraiment d'abuser, mais c'est pas le trou noir non plus, vous savez. Soyez honnête, vous savez. Donc ça excuse rien. Pour signaler leur ras-le-bol face à cette agressivité, l'ambulancier, l'hôtesse d'accueil et Dr Winter ont porté plainte, normal. L'hôpital déposera également plainte en son nom. Bah ouais, et ils ont raison. Et moi, je trouve que de toute façon, ça n'ira pas assez loin. Enfin, ça devrait être puni par la loi, tout ça. Hein. Sûrement que ça l'est déjà, mais ça devrait vraiment être sévère. Pour moi, il y a un vrai déficit de sécurité en France. Et voilà, franchement, en France, la justice, c'est branlant. Hein, c'est branlant. Et ça l'est de plus en plus. Et c'est pas assez autoritaire. Hein. On est face à une justice qui laisse un peu trop passer les choses. Déjà, si t'es pas majeur, tu fais ce que tu veux. Et ça pose un vrai problème parce que maintenant, le crime, tous les délits, tous les crimes qui sont faits dans les grandes villes, dans les cités un peu houleuses comme ça, c'est souvent des jeunes qui le font parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront rien. Voilà. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des jeunes qui avaient poignardé, d'ailleurs on va en parler, ça tombe bien. J'ai vu un jeune de 15 ans, je crois, qui a poignardé un boulanger ou une boulangère, je sais même plus pourquoi, mais à 15 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? J'ai vu aussi des gamins de 10 ans poignarder d'autres gens, enfin... C'est violent, hein. C'est violent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette sécurité, de ce manque de moyens dans les hôpitaux, de tout ce que j'ai pu aborder dans cette vidéo, tout ce que j'ai pu dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle que soit, encore une fois, vos origines, votre ethnie, votre religion, votre façon de consommer, que ce soit de l'alcool, du tabac, des psychotropes, d'être comme moi, au panaché, pour ou contre la privatisation des services de soins, de santé, etc. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un petit like, ça aidera cette vidéo à se développer. Abonnez-vous, hein, ça vous aidera à être informé des différents déficits et des dérives de la France. Et de l'État en parallèle, hein, puisque à la base tout ça c'est de la faute de l'État, je suis désolé. L'État a sa responsabilité dans tout ça. Il peut pas se défausser. S'il prend notre argent et qu'il l'utilise pas à bon escient, il est coupable autant que les gens qui font de la merde, puisqu'ils ne sont pas punis parce que les moyens, etc. Enfin bref, c'est un cercle qui s'entretient, c'est le serpent qui se mord la queue. Et qui est à la tête du serpent, c'est l'État qui va se bouffer la queue. Et c'est qui paye, qui sait qu'autant au centre et autour, c'est nous. Voilà, c'est génial. Pour l'équipe qui a été victime de l'agression, la seule bonne nouvelle de la journée est l'arrestation de l'individu dans la journée de dimanche et son placement en garde à vue. Bon, garde à vue quoi. Garde à vue. Un précédent déjà, il y a 3 semaines, les équipes des urgences du pôle santé de Carpentras n'en sont pas à leur premier déconvenu avec les patients. Et les personnels soignants ont malheureusement souvent affaire à de nombreux maux de la société. Voilà 3 semaines, dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier, mécontents de ne pas pouvoir être pris en charge. Forcément, je peux comprendre qu'il y a des gens qui pètent un câble. Je suis dans ce cas-là, j'ai déjà été dans ce cas-là, dans le sens où, parfois, c'est le cas de ma mère, je l'ai emmenée 2 fois aux urgences, et la première fois, déjà, elle a eu du mal à être prise en charge, elle a du mal à être prise au sérieux. On l'a renvoyée chez elle, elle avait des douleurs, mais à tomber dans les pommes au ventre. On lui a littéralement demandé si elle venait, direct, elle est rentrée dans la salle, on lui a direct demandé si elle venait pour un arrêt de travail. Alors que ma mère était déjà en arrêt thérapeutique depuis plusieurs mois, donc elle venait pas du tout pour un arrêt de travail. Mais bon, c'est la question, c'est-à-dire qu'en fait, dans leur tête, quand tu viens pour un mal de ventre, une douleur en fait qui n'est pas expliquée par une blessure visible ou par des par des symptômes qui sont significatifs de quelque chose de grave. Quoique, quand tu arrives même plus à marcher, à parler et à te tenir debout parce que tu as mal au ventre, je trouve que c'est quand même assez grave. Bref, ils ont dit à ma mère, vous pouvez rentrer chez vous, c'est rien. Quelques jours plus tard, bon, ça s'est un petit peu calmé, fort heureusement,
rebelote, mais en pire. On ramène ma mère là-bas et t'as le même médecin qui l'avait pris en charge qui lui dit non, vous pouvez repartir, ça sert à rien de revenir, vous n'avez rien. C'est vrai ce que je raconte, c'est pas des conneries, hein. C'est un vrai cas vrai, hein. C'est un vrai cas de, c'est une vraie situation ça s'est vraiment passé. Comment tu veux réagir? Comment tu réagis face à ça? Le mec il arrive, il te voit et non, toi j'ai décidé que je te soignerai pas parce que je pense que tu mythos. Mais va te faire. Tu vas prendre le patient et tu vas le soigner. Tu vas l'ausculter, tu vas le prendre au sérieux. Parce que c'est pas parce qu'il y a une centaine de cassos qui viennent tous les jours profiter du système et se gaver littéralement sur le dos de l'argent public et sur les services publics, etc., que tous les gens sont malhonnêtes, d'accord? Il y a des gens qui veulent vraiment se faire soigner, qui attendent 70 heures dans les couloirs, qui crèvent dans les couloirs. Et tu peux pas leur dire ça. Alors je comprends qu'ils soient en déficit de personnel, qu'ils soient en manque de moyens et de personnel. Mais à un moment donné, t'es médecin ou t'es pas médecin. Sinon, tu fais comme les autres, hein. Tu te mets en burn-out et tu dégages. Et ça me dépasse un peu, tu vois. Je comprends très bien la psychologie de la personne qui doit en voir mes masses tous les jours et qui doit être écœurée littéralement de son métier. Mais je comprends aussi le point de vue de la personne qui débarque, qui est malade, voilà, qui veut être pris en charge, qui vient là pour se soigner. Parce que généralement, quand tu vas aux urgences, à moins d'être un profiteur ou quelqu'un qui pleure pour une petite griffe au bout du doigt, normalement, quand tu vas aux urgences, c'est une urgence. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois être soigné, tu dois être pris en charge, tu dois être ausculté, tu dois être diagnostiqué, tu dois avoir des soins qui sont apportés en urgence. Et quand tu vas là-bas et que on te fait attendre, qu'on te fait galérer, que tu vois du personnel qui va à droite à gauche comme ça, qui donne l'impression des fois de ne pas travailler parce que tu les vois avec le café. J'ai envie de te dire, les mecs ils sont tout le temps au boulot, ils sont sous tension, ils ont le droit de se faire un café aussi. Mais toi t'es là, t'attends, tu vois les gens qui attendent, tu te dis je vais attendre combien de jours comme ça? Tu pètes un câble. Je comprends très bien les deux points de vue. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà retrouvé dans ces deux situations, si vous comprenez les situations des deux points de vue. Si vous comprenez que quand on est aux urgences, on peut s'énerver, d'accord, de ne pas être pris en charge. Un homme avait délibérément foncé en voiture sur l'entrée des urgences de l'hôpital. Le mec, il a pété un câble, quoi. Et je vais rien dire parce que je comprends tout à fait ce qui se passe dans sa tête. Mais bon, de là à rentrer dans... de là à prendre la bagnole et rentrer dedans, c'est violent. Surtout que finalement, je suis pas sûr que tu arrives à tes fins. Je suis pas sûr que si tu rentres dans le hall comme ça avec ta bagnole, les mecs ils vont arriver en courant en disant monsieur, c'est bon, on vous prend en charge. Ils vont juste s'être effrayés, ils vont s'éloigner, ils vont appeler la sécurité, ils vont tout fermer et finalement t'auras juste bloqué la situation. Et t'auras dégradé ta situation à toi, hein, parce que tu vas te retrouver en zonzon. Tu vas te retrouver avec des emmerdes. Enfin, je vous conseille pas de faire ça. Hein. En état d'ébriété. Bon bah voilà, comme ça explique un peu le truc. Le mec il a pété un plomb. Cet homme s'était présenté vers minuit et avait été prié de contacter le 15 ou de se rendre auprès d'un autre service d'urgence. Celui de Carpentras est enfermé la nuit entre 18h et 8h30 depuis octobre dernier, et ce en raison du manque de personnel et de médecins. D'accord. Donc en gros il est rentré dedans parce que les portes étaient fermées, parce qu'il y avait personne, le service était fermé. Donc le mec il a pété un câble, il est rentré dedans. Genre vous voulez pas me prendre en charge, vous voulez pas ouvrir la porte, je vais l'ouvrir moi-même. Ah merde, il y a personne. Ah c'est con quoi. Waouh. Putain, c'est quoi ce bordel? Passablement éméché et énervé, l'individu dont la situation ne devait finalement pas être si grave avait réussi à prendre le volant de son Opel et détruit l'entrée vitrée des urgences. Voilà, bravo. Il n'y a déjà pas de moyens et en plus, faut payer les dégradations. Interpellé, cet homme de 48 ans, non domicilié à Carpentras, déjà il avait rien à foutre là, encore que, hein, quel que soit l'endroit d'où tu viens, si tu as besoin d'un service d'urgence, tu vas pas retourner chez toi. Hein, Mais bon, bref. Avait été placé en garde à vue et avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans l'attente de sa convocation au tribunal. Voilà, donc... Waouh. C'est chaud quand même, hein, c'est vraiment chaud. Hein. On va essayer de voir s'il n'y a pas un petit dossier. J'avais déjà regardé 2-3 trucs. Ça on l'a lu. Tiers-monde sanitaire et médical au CHU de Nantes. C'était le 11 août.
Le CHU de Nantes est de nouveau au centre des préoccupations après une série d'incidents tragiques aux urgences, où plusieurs patients ont été trouvés morts, ont trouvé la mort dans des conditions jugées indignes par le personnel soignant. D'accord, on est violent, d'accord. Cette situation, exacerbée par la fermeture de plusieurs hôpitaux dans le Grand Est, dans le Grand Ouest, a entraîné une surcharge des urgences et des délais d'attente alarmants. D'accord, donc il y a eu des morts. C'est la tiers-mondisation du système sanitaire et médical au CHU de Nantes. Au cours des 3 dernières semaines, 4 décès auraient été enregistrés aux urgences de Nantes. Parmi ces victimes, une femme de 72 ans aurait attendu 10 heures sur un brancard avant de décéder dans la nuit du 2 au 3 août. Là, t'imagines, t'as 72 ans, t'es une petite mamie, t'es là, tu vas pour te faire soigner. Et t'attends 10 heures, ça veut dire que bon, il y a des gens, ils attendent plus, ils attendent 3, 4 jours, 5 jours. 10 heures, ça veut dire qu'en gros, son état, quand elle est arrivée, il était déjà assez critique. Et elle est morte toute seule sur son brancard. Pendant la nuit. Tu vas pour te faire soigner et tu meurs. C'est violent, c'est violent. Un autre patient serait mort après avoir attendu 50 heures pour être pris en charge. 50 heures, les amis, 50 heures. 50 heures, les amis. T'es mort. Tu as le temps de te voir mourir. Je ne sais pas de quoi il est mort, c'est pas précisé, mais quand tu vas dans un service d'urgence, c'est que tu as quelque chose de grave. Tu dois avoir mal, tu vois. Il y a quelque chose qui voilà. Je pense que quand tu attends 50 heures dans la souffrance et dans la solitude, comment ça doit être long. C'est horrible. Waouh. Jérémy Burel, secrétaire général adjoint, je sais pas pourquoi ça me fait rire, de Force ouvrière FO. Je sais pas si c'est l'enchaînement de situations ubuesques qui me rend comme ça, mais j'arrive même pas à comprendre pourquoi je rigole. C'est nerveux peut-être. Dénonce une situation totalement inacceptable, clairement, ouais. Soulignant que certains patients ont dû attendre jusqu'à 70 heures pour recevoir des soins, les fermetures nocturnes des centres médicaux d'Ancenis et de Montaigu, ainsi que la saturation des CHU environnants ont aggravé cette crise. Les soignants, déjà épuisés, se disent tous à bout. Olivier Terrien, délégué CGT, décrit un système où les patients en fin de vie se retrouvent isolés sur des brancards, faute de box disponibles pour leur offrir des conditions plus dignes. Voilà, tout est dit. Des patients en fin de vie. C'est-à-dire que là, c'est des patients, c'est pas des vieux patients, c'est des patients. Ça peut être des enfants, des adolescents, des jeunes actifs, des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, des 90génaires, je sais pas quoi, des octogénaires, bref, des centenaires. Tout le monde y passe. T'attends sur ton brancard la mort. Normalement, t'es pas censé te rendre dans un service d'urgence pour arriver dans un mouroir. Hein. C'est pour dire à quel point, depuis tout à l'heure, ça devient banal finalement. Hein. Je suis en train de répéter les mêmes choses. C'est pas les mêmes cas, c'est pas aux mêmes endroits, mais globalement, ça tourne en rond. On parle du même sujet, du manque de moyens, de personnel, et donc des conséquences de ce manque de moyens et de personnel. Et donc on tourne en rond, c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue, mais c'est grave. C'est super grave. On est en France, on paye, encore une fois, je le répète, mais on paye des impôts, masse d'impôts. On ne devrait pas, en 2024, en arriver là. C'est pas possible. C'est juste pas possible, c'est ignoble. La direction du CHU a confirmé un décès au cours de la semaine du 29 juillet, mais les syndicats demandent des mesures urgentes, notamment la réouverture de lits et d'embauches supplémentaires pour éviter de nouveaux drames. Ouvrez des putains de lits. 79 000 lits qui ont été fermés entre 2020 et 2021, plus 6 700 en 2022. Réouvrez-les, faites pas chier. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de thunes, mais arrêtez d'envoyer de la thune à l'Ukraine. Combien de milliards on envoie à l'Ukraine? Combien de milliards on envoie à l'Union européenne? D'ailleurs, il y a encore une vidéo que je vais faire là-dessus parce que what the fuck? Ils ont prévu de cramer du fric, mais comme ça, hein. On va encore s'endetter sur 30 ans.
pour relancer l'économie. Relancer. On relance des plans de relance. Mais l'économie ne devrait pas être relancée. L'économie, c'est un cycle qui devrait s'auto-entretenir. J'arrive même plus à parler, ça me coupe le sifflet. Ça devrait s'auto-entretenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent de la richesse, et cette richesse va permettre de créer de la richesse, parce que tu vas investir cet argent. Tu vas déjà permettre de faire vivre des familles, et l'argent qui est créé va permettre d'investir. Sauf que là, l'argent qui est créé, il est directement capté par les services de l'État. Il est capté par les impôts et la taxation. Il n'y a plus de valeur de créer. Le peu de valeur qui est créé est directement pris et brûlé par l'État. Et à un moment donné, tu peux pas t'en sortir, c'est pas possible. Voilà, je peux pas le résumer autrement que faut arrêter les conneries, quoi. Donc, tu arrêtes de donner de l'argent à l'Ukraine, tu arrêtes de donner de l'argent à l'Union européenne, et déjà tu fais des belles économies. Ensuite, tu arrêtes de financer de la merde, la transition écologique de merde, là, qui ne sert qu'à être une pompe à fric. Je suis désolé, vous pouvez être inquiet pour le climat, je suis tout à fait d'accord, et je suis aussi inquiet moi-même pour cette augmentation de la température, qui est de fait sûrement en partie due à l'homme, mais qui ne peut pas être réduit à la seule variante du CO2. Il y a forcément d'autres facteurs qui augmentent la température, qui font qu'il y a une accélération. Ça peut être un facteur naturel, donc la planète qui se réchauffe naturellement pour X facteurs. Forcément, le CO2 doit jouer dans la balance, mais de là à dire que c'est le CO2 qui est la source de tout, non. Et en fait, en disant que le CO2 est la source de tout, on légalise, entre guillemets, on fait en sorte que les gens pensent et aient envie de payer des taxes et des impôts, et envie de payer cette fameuse transition énergétique, et envie de balancer du fric dans des projets qui finalement n'aboutiront à rien. À rien. C'est pas genre tout le monde entier, c'est pas genre la planète qui prend le problème à bras le corps. Et si c'était vraiment le CO2 qui posait problème, je pense que la planète se mettrait en accord pour vraiment réagir. Si tu voulais vraiment sauver la planète, t'arrêtes ta connerie de chacun dans son coin, chacun fait ce qu'il veut. Tu partages ton économie à part égale avec toute la planète, d'accord ? Tu listes ton économie. Parce que forcément, il y a des pays qui, si demain tu leur dis, bon, c'est le tiers-monde, alors que c'est déjà le tiers-monde, ils vont dire non, nous, on veut se développer. Et de l'autre côté, si tu as des pays qui sont trop développés, ils vont dire, bah non, nous, on veut pas retourner à la misère. Donc tu lises ton économie, c'est comme ça que je le verrais, moi. Tu trouves un moyen de le faire. Forcément, ça va faire grincer des dents. Et tu prends une solution globale. Tout le monde va dans la même direction. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est dire à quel point le monde entier n'en a rien à foutre de ce CO2. Il n'y a que l'Union européenne, la France et certains pays qui se disent « Bon, allez, on va sauver la Terre ». Mais la Terre n'a pas besoin de toi. La Terre te balayera d'un revers de la main. T'es qu'une merde, en fait, en tant qu'humain sur la Terre. Même les autres espèces. Il y en a eu combien avant nous ? Il y en aura combien après nous ? Et à un moment donné, je comprends. Mais faut arrêter de dépenser du fric n'importe comment. D'accord. Si tu détermines que le problème c'est ça, vas-y jusqu'au bout. Mais fais-le dans une logique qui amène à quelque chose. Parce que là, finalement, à part créer des pompes à fric à droite à gauche et littéralement cramer l'argent qui est créé, la valeur qui est créée par les gens qui travaillent en France et ailleurs, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord. Même le GIEC arrête pas de le dire. Il n'y a pas de mesure suffisamment efficace pour changer les choses. Parce que le monde entier n'en a rien à foutre. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de littéralement couler la France par dogmatisme du climat. Voilà. Du climat, de la guerre, il y a plein de problèmes. On va pas se développer trop sur cette vidéo parce que je suis en train de partir large. Mais globalement, sachez qu'il y a plein de problèmes et que c'est pas en essayant de résoudre tous les problèmes du monde entier qu'on va résoudre nos problèmes à nous. Parce que l'urgence, c'est de régler les problèmes qui sont en France. Parce que quand il y aura... quand on aura atteint un seuil critique où les problèmes vont arriver en cascade, c'est-à-dire que tout va se péter la gueule d'un coup et d'une violence extrême, je pense que les autres pays autour, ils vont faire les morts. Ils vont pas venir nous aider. Il n'y aura pas d'aide humanitaire, il n'y aura pas de sauvetage de la France comme on a pu le faire dans d'autres pays. Il n'y aura rien. Ce sera, tu payes ta dette, tu crèves, tu es un esclave, tu meurs. Voilà, point barre. Tu es un outil et rien d'autre. Bon,
on va s'arrêter là. On va finir juste de lire ça et on s'arrête là parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis en train de divaguer, mais j'espère que dans vos têtes, ça va connecter quelque chose et vous allez vous dire, ok, on se fout de notre gueule et il faut que ça change. Les soignants expriment également leur frustration face aux ressources allouées à d'autres projets, comme la dépollution de la Seine pour les Jeux Olympiques. Merci. Vous avez bien vu, j'ai pas été sur ce lien avant. Mais il faut croire que dans la tête des gens, ça passe mal. Ça passe très mal. Les Jeux Olympiques passent très mal. Estimant que ces fonds auraient pu être mieux utilisés pour améliorer les conditions dans les hôpitaux publics. Oui, déjà rien que l'assainissement de la Seine, pour pouvoir aller faire trempette et dire au monde entier, vous avez vu, la Seine est propre, on peut nager dedans, mais juste quelques jours, parce qu'après c'est mort, c'est mort. Et ben on aurait pu ouvrir combien de lits, on aurait pu payer combien de personnel avec ça, 1,4 milliard, on parle pas de millions ou de milliers, 1,4 milliard. Vous allez sur une calculatrice, vous demandez, ou même un convertisseur ou sur internet, vous tapez combien ça fait 1,4 milliard en chiffres et vous allez voir le nombre de zéros qu'il y a derrière. Voilà. Et puis après, vous vous amusez à chercher combien de lits on peut ouvrir, combien de personnel on peut payer, combien de ci, combien de ça. Et vous allez voir, c'est assez hallucinant. 1,4 milliard, c'est quand même pas mal. C'est une belle somme. Nous, on a décidé de faire en sorte qu'on puisse assainir la Seine, qui est l'une des eaux les plus polluées de France, pour pouvoir les faire baignade dedans. Hein. C'est juste du foutage de gueule. Voilà. On utilise vos impôts, vos taxes et tout ça pour ça. On vous laisse crever 70 heures dans un couloir pour ça. Voilà. Et je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui pètent un câble. Littéralement. Mais les priorités politiques de nos autorités ne sont pas le bien-être de la population, ni la sécurité, ni sa santé. Non, ça serait, comme je vous l'ai dit, un déficit d'éducation, de sécurité, de santé publique, il y a un déficit d'économie, il y a un déficit industriel, il y a un déficit de tout. De courage, de motivation, de gens qui sont heureux. Il y a un déficit de bonheur en France, il y a un déficit de respect, puisqu'on se fout littéralement de notre gueule. Je sais pas à quel moment cette vidéo sortira, ni ce qui va se passer à l'avenir, mais quand tu vois que tu as Macron qui dissout l'Assemblée nationale, qui fait des élections législatives et qui finalement se torche littéralement le cul avec le vote des Français parce qu'il n'a pas envie de désigner un Premier ministre, quel que soit le Premier ministre qu'il désigne, quel que soit le parti. Non, le mec, il est là... Je suis dans ma monarchie, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. La France, c'est mon jouet. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Les votes ne me plaisent pas, je fais ce que je veux. Voilà, on n'est pas en démocratie, on est en monarchie. J'ai même envie de dire qu'on est en dictature, on est dans un régime bananier. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à jouer à un jeu qui s'appelle Tropico, ou à aller voir la vidéo de Joueur de Grenier qui parle du jeu Tropico, et vous aurez un aperçu de ce qui nous attend dans quelques années, puisque là on en vit les prémices. Voilà, le régime d'un pays qui fait des bananes. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je sais que je devais parler des problèmes. Je pense que quand même, j'en ai quand même pas mal parlé, finalement. Des problèmes de moyens dans les hôpitaux, les problèmes de déficit de personnel, etc. Et donc, on a vu les conséquences dans cette vidéo, et on en verra d'autres, parce que j'ai pas l'intention d'arrêter là. Je pense qu'il y a sujet à développer tout ça dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, parce que ça va être de pire en pire. Littéralement, c'est pas pour faire peur, ça va être de pire en pire. Pourquoi ? Parce que la dette, juste ça, juste ce facteur économique, c'est mort. À bientôt.